Ses parents ont subi la dictature du Shah puis celle des Mollahs après la révolution islamique en 1979. Un engagement qui a valu à son père près de 8 années de prison marquées par la torture, mais surtout par un attachement viscéral à la liberté de penser. Depuis 1984, lui et sa famille sont exilés en France où ils militent, chacun à leur manière pour un monde meilleur. Ses parents par leur engagement citoyen, lui par ses films, ses sketchs et ses pièces. Deux générations mais un même combat et un même rêve pour l'Iran de demain. Bonjour Kairon, merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes humoriste, réalisateur, comédien franco-iranien. Vous êtes venu avec votre mère. Bonjour. Fereshteh Tabib, militante, fondatrice de l'association Femmes dans la Cité, à Stein, en Seine-Saint-Denis. Vous vous battez depuis plus de 20 ans pour les droits des femmes. Merci infiniment d'être avec nous. Kairon, votre histoire familiale est digne d'un roman, on peut le dire. D'ailleurs, vous en avez fait un film, Nous trois ou rien, en 2015, l'histoire de l'exil de vos parents d'Iran en 1983, alors que vous aviez à peine 2 ans. Quand la guerre éclate aujourd'hui sous vos yeux d'exilés, qu'est-ce que vous ressentez ? Une guerre, qu'elle soit en Iran ou ailleurs, c'est extrêmement triste, quoi qu'il arrive. En Iran, personnellement, encore plus pour moi, parce que c'est la terre de mes parents. J'ai jamais menti, je suis né là-bas, mais je ne connais pas l'Iran. Mais j'ai de la famille là-bas, on connaît des gens là-bas, donc on a peur. Et puis, quand on voit on prend un peu plus de recul, c'est tellement injuste en plus ce qui se passe là-bas. Le régime en place est catastrophique. Ceux qui viennent pour les libérer le sont aussi. Les peuples du Moyen-Orient sont pris en otage parmi ces fous qui se partagent le monde et qui décident de qui va vivre et qui va mourir. C'est terrible, ça fait de la peine. Vous parlez de Donald Trump qui a lancé cette guerre avec Israël. Israël. Mais je ne veux pas qu'on pense qu'en disant Donald Trump et Israël, j'absous de leur péché le gouvernement islamique, qui sont les responsables fois 1000 de ce qui est en train de se passer. Mais effectivement, je ne suis pas décisionnaire, mais le move de Donald Trump et de Netanyahou, je ne peux pas le valider, bien sûr. Fereshteh Tabib, vous avez combattu 2 régimes en Iran. Je le disais, celui du Shah d'abord, puis celui de la République islamique. Votre mari a d'ailleurs passé près de 8 ans en prison en raison de ses opinions politiques. Depuis que vous êtes parti, depuis que vous avez quitté l'Iran, on voit les Iraniens et les Iraniennes qui n'ont pas cessé de se battre pour protester contre le régime. Il y a eu le mouvement Mahsa Amini, il y a eu la répression sanglante de janvier, il y a eu la guerre de juin 2025, maintenant cette nouvelle guerre de 2026 et la mort de l'ayatollah Khamenei. Et pourtant, le régime tient toujours. Comment vous expliquez cette incroyable résilience du pouvoir iranien ? En fait, vous avez un régime autoritaire, criminel, qui exerce la répression à haut niveau sur sa population. Et c'est vrai que vous parlez de Mahsa Amini et puis le mouvement Femmes et Liberté. Il faut dire que le lendemain de la révolution de 1979, les femmes se sont montrées mécontentes de ce qu'on leur imposait. D'abord, c'était le hijab, le tchador. Ensuite, c'était essayer de ne pas laisser travailler les femmes, l'ouvrir plutôt vers le travail d'hommes masculins dans toutes les branches. Les femmes juges n'ont pas eu la possibilité de travailler. En fait, les femmes ont été éliminées peu à peu de la vie de la société. Et contre ça, les femmes ont toujours combattu. Et comment on fait pour garder espoir, justement, quand on voit que malgré ce combat, surtout celui des femmes, il n'y a rien qui marche pour faire tomber ce régime ? En fait, les femmes, peut-être c'est le seul mouvement, ce mouvement Femmes et Liberté, qui est objectif, qui a des méthodes, qui a ses membres et qui fonctionne et qui avance. On a obtenu, la femme iranienne a obtenu énormément. S'il y a eu aujourd'hui des manifestations et que les hommes accompagnent les femmes, c'est un travail des femmes aussi. Donc il faut prendre en compte l'importance de la femme dans la société iranienne. C'est l'avenir. Les femmes sont l'avenir. Donald Trump a assuré que la guerre qu'il a donc lancée avec Israël contre l'Iran allait se terminer bientôt. Ce sont ses toutes dernières déclarations, sans préciser d'échéance à ce stade. Kairon, comment est-ce que vous recevez cette annonce de Donald Trump ? Est-ce que c'est une bonne chose que la guerre s'arrête ? Il faudrait qu'il ne change pas d'avis toutes les 10 minutes. Donc, attendons de voir déjà. Moi, je ne prends rien de ce qu'il dit au sérieux parce qu'il dit tout son contraire. Il dit on ne négocie pas avec ces gens-là. Et puis après, il négocie avec eux. Il parle de menaces pour
pour le peuple iranien, mais quand il négocie, il parle absolument pas du peuple iranien. Et puis ensuite, il tue son interlocuteur, qui est une ordure sans nom, on est d'accord, hein. Mais pendant les négociations, et puis après il arrête, et puis continue. Moi, Donald Trump, j'attends de voir ce qu'il va faire. Je ne peux pas me fier à ce qu'il dit. Vous savez, nous, le constat, c'est que nous avons un gouvernement dur, qui est encore endurci depuis quelque temps, qui a commis une crime contre sa population, qui met une pression énorme sur la population, et de l'autre côté, ceux qui se sont appelés l'aide pour la population iranienne, qui les bombardent. Dans cette situation, ceux qui perdent l'espoir et qui mènent une vie difficile, très très difficile, c'est le peuple iranien. Nous sommes entre un gouvernement qui n'a pas pour régler son problème idéologique avec sa population et les bombes. C'est tellement imprévisible ce qui peut arriver. Quelles sont vos nouvelles d'Iran à tous les deux ? Nouvelle d'Iran, un frère qui est coincé dans la zone de guerre, dans une ville côtière de Golfe, qui ne peut pas en sortir parce qu'il n'y a pas d'essence. Une cousine qui a fui Téhéran vers le nord, mais dans la ville où ils sont arrivés, il n'y a pas assez de nourriture, médicaments et les services pour tous ces Téhéranis qui sont allés vers le nord ou vers les autres endroits, entre guillemets, sécurisés. J'ai un autre ami qui est descendu à Téhéran pour pouvoir se prévisionner en nourriture, qui s'est trouvé sous la pluie de pétrole noir qui tombait, et Téhéran en faut. En fait, c'est un désastre humanitaire ce qui s'est fait à Téhéran. Aller bombarder les réserves de pétrole de Téhéran, aller bombarder les réserves d'eau et les institutions de purification d'eau des Iraniens, les mettre sur une bolocauste énorme. Il manque de nourriture, il manque de l'eau, il manque des médicaments. C'est quoi cette aide qui devait arriver en Iran ? C'est effectivement un désastre humanitaire qui se profile. L'Iran qui est aussi au cœur de la pièce Alba et Sadaf que vous avez écrite, Kairon, l'histoire de deux femmes en quête de liberté, dont Sadaf, justement une jeune Iranienne qui se déguise en homme pour pouvoir aller voir un match de foot de son équipe masculine de football donc préférée, une sortie interdite aux femmes en Iran. On regarde le teaser de cette création. Je m'appelle Alba. Je m'appelle Sadaf. J'habite au Salvador. Et moi en Iran. Chez moi, l'avortement est interdit. Et les femmes qui y recourent risquent des peines. Pouvant aller jusqu'à 50 ans de prison. Si seulement j'étais pas tombée enceinte. Chez moi, les femmes n'ont pas le droit d'aller au stade. Pour les préserver de l'ambiance masculine. Soi-disant dangereuses pour leur pureté. Si seulement j'avais pas un rêve. 2 femmes. 2 continents. 2 histoires vraies. Il n'y a pas de petits gestes pour protester. C'est l'un de vos personnages de la pièce qui dit ça. Et la résistance, ça passe aussi par le football, Kairon. Oui, la résistance passe par ce qu'on peut faire. Chacun à son niveau avec ses compétences. Quelqu'un qui va manifester, c'est super. Quelqu'un qui fait une pièce de théâtre, c'est super aussi. Quelqu'un qui fait un dessin, c'est super. Chacun fait avec ce qu'il peut. C'est ce qu'ont fait les joueuses de l'équipe iranienne de football qui ont gardé le silence alors que retentissait l'hymne national de leur pays 2 jours après la mort de leur guide suprême. Une attitude interprétée comme un acte de rébellion. Il y a un présentateur de la télévision d'État qui les a même qualifiées, je cite, de traîtresses. C'est un symbole extrêmement fort dans un pays où les droits des femmes sont parmi les plus réprimés au monde, que les seules voix d'opposition vraiment audibles depuis le début de cette guerre soit portée par des femmes. Feresh Tetabib. Oui, les femmes ont joué un rôle important, je le disais tout à l'heure. Ces femmes prennent de risques par rapport à elles-mêmes, mais par rapport à leur famille, à leur connaissance également. Vous savez qu'il y a un avertissement qui avait été donné. Tout ce qui porte des informations ou s'approche à des pouvoirs étrangers de l'Iran sont reconnus comme traîtres à la nation. Leur bien sera confisqué et ils risquent la peine de mort, que ce soit quelqu'un qui est en Iran ou à l'étranger. Donc ces jeunes femmes ont vraiment pris de risques par rapport à ce qu'ils ont fait.
Et ça résonne énormément Ouais. avec votre pièce, Kairon. Ouais, c'est des héroïnes. Franchement, il y a pas. Là, on parle d'Iran, mais moi, j'ai parlé aussi de l'Iran et du Salvador, mais il y a pas Dans la et pièce. Je veux pas tirer une corde qui est facile à tirer, mais il n'y a pas un pays où les femmes ne sont pas des héroïnes, parce que vu ce qu'elles subissent, quelle que soit la culture, le pays, la religion, la tradition, la coutume, il y a toujours un moment où elles sont en dessous des hommes et elles ont besoin d'aller chercher ce truc en plus. Et que ce soit l'histoire d'Alba ou Sadaf, les deux sont des femmes admirables et il fallait rendre hommage à leur parcours. Qui résonne d'autant plus avec l'actualité, puisque plusieurs de ces femmes, de ces joueuses de football ont obtenu l'asile en Australie. Toutes ne l'ont pas demandé d'ailleurs, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Kairon, dans chacune de vos créations, il y a une constante, c'est le rire. Vous injectez toujours un petit peu de rire, même dans les situations les plus tristes, les plus tragiques, même parfois au milieu de la mort. Vous décrivez la scène, je cite, comme le dernier endroit où on peut rire de tout. Mais est-ce que vous arrivez toujours à rire depuis le début de cette guerre ? C'est intéressant que vous me disiez ça parce que je me fais insulter tous les jours depuis quelques semaines, depuis que j'ai pris la parole sur une chaîne concurrente et que pour la première fois pour parler des manifestations, et j'ai toujours ce sourire que j'arrive pas à enlever. Mais c'est pas de la moquerie, c'est pas pour minimiser quoi que ce soit, c'est que c'est ma façon à moi de gérer le malaise et d'essayer de l'emmener ailleurs et de rester positif. Donc je souris tout le temps quoi qu'il arrive. J'ai perdu un bébé, 3 jours plus tard sur scène, j'étais en train de faire des blagues dessus. Donc je suis cette personne-là. Donc forcément le rire, pour moi, c'est quelque chose de... je fais pas en sorte de, ça fait partie de moi. Et donc je l'injecte dans mes œuvres. Et voilà, donc on peut parler de tout avec de l'humour. L'humour, ça permet c'est un porte-voix qui permet d'envoyer le message encore plus loin, parce que qui n'aime pas rire sur Terre ? Qui tu le fais rire après ? Ah putain, t'es chiant, tu m'as fait rire. Personne. Donc forcément, même dans des histoires tragiques comme celle d'Alba et Sadaf, ou dans mon spectacle solo Dragon, d'ailleurs il me reste que 3 dates. À l'Apollo Théâtre. Voilà, l'Apollo Théâtre aussi, les deux spectacles sont là-bas. Je me sers du rire comme lien, comme pont entre les gens. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'est déjà la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux et je vous dis à très vite sur France 24.